chat pour nous dire si le son est bon. Alors, bonjour Myriam, bonjour Yannick. Bon, le son est bon. Tout va bien. Bonjour Anne. N'hésitez pas donc à nous dire coucou, c'est déjà bien, mais voilà, pourquoi vous êtes là, si vous êtes en forme, si vous avez des attentes. Vous avez passé un bon week-end aussi de Pentecôte. Et heureux d'être déconfiné. Bonjour Florence, bonjour Noémie, Virginie. Donc là, vous êtes à peu près 25. On attend encore quelques personnes pour qu'on puisse être au maximum et démarrer pleine capacité, comme on dit. Buge utile, ça c'est un pseudo intéressant. Bonjour. Alors, comme vous voyez, on lit le chat. Donc, pendant la présentation, vous avez l'opportunité de nous poser des questions. On y répondra volontiers. Et vous avez aussi la possibilité, si vous remontez le chat en première ligne, d'avoir un lien qui vous permettra, pour ceux qui auront envie d'aller plus loin dans la discussion, mais on vous le fera, de prendre rendez-vous. Bonjour Xavier, de la microbiome, de la maison du microbiote, je crois. Bonjour Anne, bonjour Lucie. Ah, je vois que cette thématique intéresse. Hein. Bonjour Béatrice. Donc nous sommes deux présentateurs, comme vous pouvez voir, Sophie et moi-même. Donc, si Sophie veut commencer à dire deux mots sur qui elle est. Oui, alors, Sophie Durand de la Microbiome Foundation. Je m'occupe du développement de cette fondation qui a été créée il y a 2 ans et qui a pour but à la fois de financer la recherche sur le microbiote et de sensibiliser sur l'importance de la préservation du microbiote. Mais je vous en dirai un petit peu plus par la suite. Merci Sophie. Et moi, je suis Alexandre donc Cavezin, comme c'est écrit sur la vidéo. Moi, ça fait 2 ans que je suis à la tête de Métagénopolis, qui est une structure de recherche au sein de l'INRA, INRAE maintenant, puisqu'on a fusionné avec l'IDEA. Et en fait, pour vous mettre à l'aise, hein, je ne suis pas du tout microbiologiste, je suis chimiste, je suis docteur en chimie de formation. Et j'ai repris donc la direction de cette unité, dont le but est en fait de valoriser la recherche publique dans des applications très précises, que sont l'alimentation et la santé. Donc en utilisant toutes les connaissances que l'INRAE réussit à accumuler au sujet du microbiote intestinal. Voilà. Vous allez voir que cette présentation, pour les uns, vous allez découvrir des choses, donc, comme. Pour les autres, ça va être effectivement peut-être pas aussi précis qu'ils aimeraient, parce qu'on a quand même on va dire, un public qui est très, très varié. Ça va de la personne qui a entendu parler du microbiote, mais globalement n'en sait pas grand-chose, à au contraire l'expert qui même a une société en lien avec le microbiote. Vous voyez, le panel est large. Donc, on va essayer quand même de vous donner les grandes notions d'où on en est, de ce que l'on fait, et pour justement initier les discussions. Bonjour Anne. Si vous voulez en savoir davantage, il ne faudra pas hésiter à nous contacter après pour en discuter plus selon vos besoins. Donc, Sophie ou moi-même. Voilà, c'est une première introduction au sujet avec l'essentiel pour nous est de vous dire aujourd'hui notre passion pour le sujet. Je pense qu'Alexandre et moi partageons la même passion pour ces sujets, même si on n'est ni l'un ni l'autre chercheur de formation en microbiologie. Mais je pense que vous comprendrez à travers la présentation pourquoi est-ce qu'on en est venu à vouloir agir dans ce domaine et à vouloir essayer d'avoir un impact fort sur l'accélération de la recherche sur le microbiote.
Voilà. Donc, un autre mot aussi sur la fondation, donc Microbiome Foundation et Metagenopolis. On a un fort désir de collaborer ensemble pour un projet dont on vous parlera. Et c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était peut-être plus sympathique de co-présenter, hein, parce qu'on a tous les deux des différents et ça peut amener des angles de vue différents. Donc, on va commencer. Bonjour Boucharé, bonjour Béatrice. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Et on essaiera, autant faire se peut, d'y répondre. Sinon, on posera la question à nos chercheurs ou on pourra, encore une fois, y répondre lors d'une prochaine entrevue. Alors, j'espère que ça va marcher. Voilà. J'espère que tu vois la présentation. Voilà. C'est OK pour tout le monde? Nickel. Donc, cette présentation, je l'ai construite avec Sophie en utilisant des transparents régulièrement utilisés par notre pape, c'est ainsi comme il a été nommé par un journal, hein, notre pape du microbiote, qui est Joël Doré. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Il fait partie des figures emblématiques au niveau de la recherche du microbiote. Il y a aussi Duško Erlich, pour ceux qui connaissent aussi, qui est membre de notre unité. Et voilà, ces transparents sont vraiment issus, on va dire, de ces présentations, et aussi du Room, qui est le responsable chez nous de la biobanque, parce que nous avons une biobanque à Metagenopolis, qui est labellisée CRB, Centre de ressources biologiques, et responsable donc de notre petit département qu'on appelle SAMBO. Alors, c'est pas une danse, même si c'est très évocateur, c'est pour Sample et Biobank. Voilà. Donc, en fait, c'est la plateforme qui est à l'amont du processus de l'analyse du microbiote. Alors, Sophie, n'hésite pas à prendre la parole comme donc, aujourd'hui, on veut vous parler effectivement de la recherche du microbiote et pourquoi on pense que c'est vraiment un enjeu de santé publique. Alors, c'est un peu extrême hein, comme titre, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses pour ceux qui ont suivi, bien évidemment, l'actualité du Covid qui ont été dites et il y a eu notamment pas mal de posts sur les réseaux sociaux, il y a un possible entre microbiote et Covid. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sur la page de Metagenopolis. On a fait un résumé de l'état de l'art sur le lien entre microbiote et Covid, avec justement Joël Doré et Harry Sokol, un gastro-entérologue très connu dans le domaine, qui ont commenté effectivement, qui ont donné leur avis sur ce lien. Alors, le son va et vient, nous dit Lance. Alors, on va essayer. Voilà, j'ai coupé mon micro et je l'ai remis. J'espère que ça va un peu mieux pour Lance. J'espère que pour les autres, il n'y a pas d'autres problèmes de son. Sinon, si ça continue, on nous a conseillé de couper la caméra. Donc, c'est ce qu'on fera hein, si jamais le son est vraiment mauvais. Donc, je disais, voilà, la recherche sur microbiote, pour nous, c'est vraiment un lien avec la santé. Et si je passe le transparent suivant, voilà. Ce qu'on peut dire, l'observation que l'on peut faire, c'est que en fait, il y a eu des progrès considérables dans la médecine qui ont allongé l'espérance de vie, hein, notamment l'amélioration de l'hygiène, de la nourriture, de médicaments. Tout ça a fait que, on va dire, les maladies connues depuis l'origine de l'homme, on va dire, ont diminué drastiquement. C'est vrai que dans nos pays occidentaux, la tuberculose ou la peste sont plutôt des choses qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Pour autant, depuis une soixantaine d'années, on assiste à l'émergence d'autres maladies chroniques, comme certaines formes de diabète, l'obésité, le Crohn, qui sont en forte progression
de manière complètement incontrôlée, pour lequel il n'y a en général pas de solution. Et le petit graphe que l'on voit là sur la droite, qui monte en exponentielle, c'est le nombre, c'est l'incidence de l'autisme. Hein, donc c'est le nombre de gens détectés comme autistes. Donc c'était 1 pour 60 en 2012. Je crois que Sophie, tu Et aujourd'hui, oui, je crois qu'aujourd'hui, on est passé à un chiffre qui est de plus en plus inquiétant. Le CDC aux États-Unis parle de 1 enfant sur 59 en prévalence de l'autisme. Or, on ne peut pas imaginer que ce soit de simples causes génétiques qui soient à l'origine d'une telle explosion. Alors certes, il y a des prédispositions génétiques, comme dans d'ailleurs beaucoup de ces maladies chroniques. En revanche, ce ne sont pas les simples prédispositions génétiques qui permettent l'émergence de la maladie. Et aujourd'hui, les facteurs environnementaux, c'est ce dont on va vous parler, ont une réelle implication dans l'émergence de ces maladies. Et pour ce qui est d'autisme, c'est très frappant, et notamment aux États-Unis, où on a des chiffres qui sont en train de s'accélérer à un rythme tout à fait préoccupant. Mais c'est le cas d'autres maladies chroniques, bien évidemment. Alors, on affiche un nombre assez incroyable, une prédiction. En 2025, on estime qu'une personne sur 4, ce qui est quand même énorme, aura une de ces maladies chroniques. 1 sur 4. C'est pour ça déjà qu'on parle de santé publique, parce que c'est énorme. Notamment rien que sur l'obésité, par exemple, des cas qui sont de plus en plus, enfin, un nombre croissant de personnes. Ce qui est inquiétant, c'est au niveau des enfants, de plus en plus. Donc voilà. Alors, ce qu'on peut se dire, effectivement, mais c'est qu'est-ce qui a merdé, quoi. Alors, une question, effectivement qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que c'est vraiment le nombre de cas qui a augmenté ou le fait que l'on diagnostique de plus en plus, qu'on a les moyens de diagnostiquer de plus en plus de personnes, ce qui fait que mécaniquement, ça augmente le nombre de cas. C'est vrai. N'empêche que ça, c'est pas typiquement une question qu'il faudrait que je pose à Joël, parce que j'aurais envie de dire que depuis 2012 à maintenant, il y a quand même une différence du nombre de cas qui a augmenté quand même de manière importante. Pour autant, je ne suis pas sûr qu'entre 2012 et maintenant, on ait fait une révolution en termes de diagnostic. J'aurais tendance à dire que le diagnostic est à peu près pareil. Il y a 30 ans, c'est moins sûr. Voilà. C'est ma réponse un peu de Normand, mais qui mériterait effectivement d'être reposée et rediscutée. Je ne sais pas si Sophie, toi, tu as un complément par rapport à ça. Non, je suis tout à fait d'accord. C'est un des paramètres, bien évidemment, mais qui ne peut pas statistiquement, je pense, et je pense que Joël le confirmera, être le seul facteur d'explication d'une telle augmentation. Il y a une question sur l'autisme dit visuel créé par l'audiovisuel. Alors ça, c'est une question sur laquelle je n'ai pas forcément de connaissances très particulières. Donc, on peut évidemment en reparler à un autre moment sans aucun problème, bien évidemment. Alors, la source, je crois que c'est l'OMS, m'a dit Joël Doré. Alors, je lui avais posé la question, pour le 1 sur 4, pour répondre à la question de Laura. Pour Chloé, Chloé, on t'a répondu. Chloé va bientôt nous rejoindre à Métagénopolis, donc je fais un petit peu de pub pour Chloé. Merci de participer. Alors, il est admis qu'un tiers d'augmentation des cas est dû à l'environnement, un tiers d'élargissement du spectre et du diagnostic. C'est possible. Je n'en sais rien, honnêtement, pour vous dire. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il va falloir que je repose à nos chercheurs. Alors, pour passer au slide suivant, une corrélation avec les vaccins, c'est-à-dire que vous pensez que c'est les vaccins qui seraient responsables de l'augmentation des maladies chroniques? Là, en fait, il y a beaucoup de questions sur l'autisme, mais n'oubliez pas que le graphe que je vous ai montré représente quand même un bon nombre de maladies chroniques. Ce n'est pas que j'ai mis le zoom sur l'autisme parce que c'est vrai que c'est assez parlant, mais c'est le cas pour bon nombre de maladies chroniques. Alors avec le vaccin, j'en sais rien. Les vaccins, je sais que le problème des vaccins, c'est les additifs qui sont mis dedans, notamment l'aluminium, etc.
je ne pourrais pas dire si c'est corrélé avec le vaccin. Alors, qu'avons-nous négligé dans notre évolution moderne? Effectivement, on peut se dire qu'on a quand même, Elon Musk vient d'envoyer une fusée dans l'espace, on a fait des progrès technologiques formidables, et pour autant, qu'est-ce qui se passe? Les observations, c'est que nous avons modifié beaucoup de choses. Alors, je suis choqué d'entendre que c'est une maladie, là, c'est une particularité cognitive d'un rapport. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai utilisé le mot maladie. C'est vrai que c'est pas forcément une maladie. On va dire une différence ou c'est voilà. Je sais pas comment on peut le dire. Une particularité cognitive. Oui, on peut le définir comme ça. Pas de souci. Donc, on a changé les modes de naissance. De plus en plus, il y a des césariennes, notamment en Chine, m'a-t-on dit, où c'était un mode de naissance assez privilégié. Donc ça change des choses par rapport à un accouchement classique. L'environnement, bien entendu. Les gens ont quitté progressivement avec l'industrialisation les campagnes et se sont regroupés dans les villes qui sont, on va dire, plus polluées. Voilà. Notre alimentation a aussi énormément changé, notamment avec l'avènement, après la Deuxième Guerre mondiale, de l'agroalimentaire qui nous ont mis à disposition une alimentation toujours plus riche en différents nutriments comme le sucre, les graisses, et effectivement, certains aussi parlent d'alimentation ultra transformée, qui a aussi ses biais. On est devenu de plus en plus sédentaire, voilà, et on a une exposition croissante qui va de pair avec l'avènement de la chimie, et là je peux en parler, une augmentation croissante des produits chimiques auxquels nous sommes exposés. Des produits chimiques que l'on retrouve dans l'alimentation, via des additifs, que l'on retrouve dans l'air, via la pollution des villes, via les produits ménagers que l'on achète, via les cosmétiques qu'on utilise, via les meubles qu'on achète qui sont pleins de colle et de produits synthétiques. Voilà. Donc, et je rajouterais, pardon, Alexandre, effectivement, dans la veine de ce que tu viens de décrire, un excès également d'hygiène, ce qu'on peut appeler la théorie hygiéniste, où on a eu tendance, à l'époque où on était en proie aux maladies infectieuses, à vouloir se débarrasser de toute forme de microbes dans notre environnement. Or, il y a un juste équilibre à trouver dans cette stratégie-là, qui a certainement, et on le voit avec le Covid-19, qui a évidemment un intérêt, mais aller trop loin dans cet hygiénisme nous prive du contact avec des bactéries qui permettent à notre corps d'avoir la composition bactérienne, et Alexandre va en parler dans une slide, la composition bactérienne nécessaire pour notre équilibre et pour notre santé. Donc ça, c'est très important aussi. Trop d'hygiène n'est pas forcément une bonne chose. Alors, un manque d'hygiène est clairement pas non plus une voie dans laquelle s'engager, mais on a peut-être été un tout petit peu trop loin dans nos sociétés industrialisées, dans la peur de la moindre confrontation avec le microbe, qui malheureusement, heureusement dans certains cas, est en fait bénéfique. On va couper la caméra parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'entendent plus trop. Donc, je vais couper ma caméra et le son et je vais remettre le son. Voilà, j'espère que ça va être mieux. Donc, Lucie, oui, les antibiotiques, je vais en parler effectivement et vous dire pourquoi. Donc, alors, voilà un petit cartoon assez rigolo. C'est qu'en fait, effectivement, toutes ces recherches du microbiote amenées à reconsidérer finalement notre vision du monde et surtout notre vision de l'homme. Hein. Ce petit carton est intéressant parce que pendant un nombre d'années, si ce n'est centaines d'années, on pensait que le monde était le centre de notre galaxie, voire de notre univers, et que tout tournait autour. Et finalement, Galilée a montré que non, la Terre tournait autour d'un astre. Il en est de même pour l'origine de l'homme, où ceux qui pensaient qu'effectivement, ceux qui croient que l'homme est issu effectivement de la côte de Dieu, et Darwin qui a un peu chamboulé tout ça
avec sa théorie de l'évolution. Pour l'homme, c'est pareil, on pense qu'on est un organisme évolué, complexe, ce qui est vrai, mais on a oublié ou on l'a redécouvert qu'en fait, nous sommes un écosystème composé de milliards d'êtres vivants qui nous habitent. Et effectivement, quand on regarde un petit peu des chiffres, l'homme est plutôt plus microbe que humain, entre guillemets. C'est-à-dire il y a plus, il y a autant de cellules que de cellules microbiennes. Donc ça pose quand même de grandes questions. Alors on parle de 40 000 milliards de bactéries, certains disent 100 000 milliards. Bon, en tout cas, ça reste des grands chiffres. Et plus étonnant, c'est qui nous sommes, nos yeux, la couleur de notre peau, nos cheveux, notre morphologie. Tout ça est dicté en grande partie par nos gènes et on en a 23 000. Donc en fait, dans notre ADN, nous avons des gènes qui se traduisent par des protéines et par tout un tas de réponses biologiques qui font qui nous sommes. Et il faut savoir que les bactéries et tous ces micro-organismes qui nous habitent, ils cumulent 600 000 gènes. Donc, vous voyez la différence. On ne peut pas se dire que quand même tous ces gènes microbiens qui nous habitent, comparés aux gènes humains, ces gènes microbiens ont forcément une fonction qui nous reste à découvrir. Et tous les jours, justement, on essaie de découvrir à quoi ça sert. Donc, quelques chiffres aussi qui sont maintenant assez connus. Alors, il y a plus d'1 kilo de biomasse microbienne, certains iraient même jusqu'à dire 2. Et effectivement, la grande majorité de cette biomasse, de ces micro-organismes sont inconnus en fait. Il faut savoir que les techniques qu'on utilise, la métagénomique, nous permet de pister quelque part l'ADN de ces micro-organismes. Mais la plupart de ces micro-organismes, on ne sait pas à l'heure actuelle les cultiver, on ne sait pas les isoler. Donc, on sait qu'ils existent parce qu'on est capable de récupérer leur ADN, mais sinon, voilà, c'est assez difficile. C'est pour ça que c'est assez récent d'ailleurs, parce que la métagénomique, qui est donc cette technique qui consiste à séquencer l'ADN de tous ces micro-organismes, technologie qui est très gourmande en capacité de calcul. Et en fait, il a fallu attendre l'avènement, on va dire, de la puissance de calcul et du big data pour pouvoir commencer à séquencer tout azimut l'ADN microbien. Déjà, le projet donc de l'ADN humain, ça avait quand même pris, je crois, une décennie ou plus. C'était un grand projet international. Avec l'avènement encore une fois, de la technologie informatique et des capacités de calcul, maintenant, on arrive à faire ça en quelques heures. Donc ça a permis, c'est pour ça qu'en fait, ça fait relativement, c'est assez récent, cette histoire de microbiote, parce que c'est lié à notre capacité à le suivre et à l'analyser surtout. Voilà. Je passe à partir de là. Sophie, tu as encore des choses à dire? Non, c'est comme disait Alexandre, ça fait 10 ans simplement un tout petit peu plus de 10 ans que la recherche explose et qu'on a encore besoin d'aller beaucoup plus loin. On est à l'aube d'une révolution. Pour moi, la révolution du microbiote, c'est un changement de paradigme majeur dans notre approche de la santé. C'est très important et on y reviendra. Mais on est au début de l'impulsion et cette impulsion a besoin encore de beaucoup d'énergie, de beaucoup d'engagement de la part de nous tous, chercheurs, mais aussi de la communauté, pour faire avancer la recherche, pour mieux comprendre cet écosystème qui, par les chiffres que Alexandre vous présente, sont tout simplement gigantesques et dépassent l'entendement. Quand on parle du nombre de bactéries, qu'on compare au nombre d'étoiles de notre système solaire, ça nous donne la mesure de ce qu'est la complexité de cet écosystème qui pourtant est fondamental à notre équilibre et à notre bon état de santé. Et je tiens à dire aussi quelque chose, je ne l'ai pas dit sur l'image de gauche. On parle souvent du microbiote intestinal parce que c'est lui visiblement qui est le plus riche en micro-organismes. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres niches écologiques comme la peau, qui en contient beaucoup. Alors pour le coup, je le sais un petit peu parce que dans une autre vie, je travaillais chez L'Oréal et on s'intéressait beaucoup
organismes sous les aisselles responsables des odeurs, à ceux sur la tête qui étaient responsables des pellicules et à ceux sur notre corps de manière générale, notamment sur le visage pour tout ce qui est acné et points noirs. Et forcément, quand on se touche, on échange des bactéries. Tout ce qui est vivant sur cette planète contient des bactéries en lui et en surface, donc ce qui pourrait aussi, quelque part, nous connecter un peu tous. Voilà. Je voulais rebondir sur une question que j'ai vue donc, du docteur Xavier Campana. Que pensez-vous de cette fracture entre le business, les startups qui glorifient l'analyse métagénomique et les sociétés savantes ou le DU microbiote et santé qui ne conseillent pas sa pratique au moment? On fait pas, on anticipe. À la maison du microbiote, cela interroge car nous sommes un espace de santé préventive et pas question de ne pas travailler en coopération avec les médecins qui nous entourent. Je suis un médecin malgré la demande croissante de notre clientèle. Alors, c'est un sujet très polémique, je ne vous le cache pas. Il y a des startups, effectivement, comme Neibu, Luxia et d'autres, qui proposent effectivement l'analyse de son microbiote. Alors, pour l'instant, moi, ce que je peux dire, c'est que l'état des connaissances du microbiote, même si on en apprend tous les jours depuis une dizaine d'années, reste quand même à ses débuts. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. Et pour l'instant, il est très difficile, à partir d'une photographie de son microbiote, de tirer énormément de conclusions. Il y a quand même quelques marqueurs qui semblent faire consensus, comme par exemple la richesse de son microbiote ou la diversité de son microbiote, parce qu'effectivement, dans tout un tas de signes cliniques, on a parlé de l'obésité, maladie de Crohn, les spectres autistiques, voilà, tout cela, on essaie de regarder s'il y a une corrélation avec le microbiote, et effectivement, on voit des fois des corrélations en se disant, bah voilà, on a remarqué que dans tel signe clinique, eh bien, le microbiote, il y a plus de cette bactérie, moins de celle-ci, c'est plus riche, c'est moins riche. Voilà. Donc, la connaissance actuelle tend à dire que si on a un microbiote le plus riche possible et le plus divers possible, on aura moins de prédispositions, moins de risques de développer certaines pathologies. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Et on a aussi remarqué que, chemin faisant, avec l'évolution de l'homme, comme je l'ai expliqué, notre microbiote est devenu de moins en moins riche, dû notamment aux changements que j'ai évoqués dans nos modes de naissance, dans nos modes de vie, dans ce qu'on mange. Et effectivement, on pense que, un peu comme ce qui se passe avec la biomasse de la planète et la perte de la biodiversité, on perd une certaine biodiversité à l'intérieur de nous. Et on n'a pas encore mesuré toutes les conséquences que cela peut avoir. Donc voilà, donc il y a encore une fois des sociétés qui proposent ces analyses. Faut pas, surtout si vous êtes malade. Je pense que si vous êtes malade, faut vraiment plutôt aller voir un médecin, un gastro-entérologue. Maintenant, si vous êtes intéressé par savoir si votre microbiote est riche ou pas riche, ça peut être intéressant, voilà, à titre informatif, et être accompagné après par des nutritionnistes qui pourraient peut-être vous dire, bon, bah, votre microbiote n'est pas très riche, montrez-moi ce que vous mangez, voyons si vous mangez beaucoup de fibres. Voilà, ce genre de conseils, ça peut être possible. En tout cas, je pense, Alexandre, que effectivement, comme Xavier Campana le disait en conclusion, aujourd'hui, c'est le levier de l'alimentation, les prébiotiques, les fibres, une alimentation qui est riche en fibres, qui est évidemment plus amoindrie en graisse et en sucre, qui constitue un levier, le levier, je dirais, le plus simple à mettre en œuvre au jour le jour pour tendre vers un microbiote sain. Donc effectivement, il y a des médecins comme vous même, il y a des médecins aux États-Unis, en Australie, dans pas mal de pays anglo-saxons, qui sont en train d'essayer de mettre en pratique ce qui aujourd'hui est encore à l'état de la recherche, dans les nombreuses équipes scientifiques qui travaillent sur le microbiote. Elles prennent un peu d'avance. Parfois, on leur reproche de ne pas être assez prudentes et de ne pas attendre que ces recherches aient été validées. Mais ce qu'on peut dire, je crois, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, un certain nombre de principes de bon sens sur une alimentation moins transformée, plus riche en fibres,
riche en prébiotiques, probiotiques, est une chose importante et qu'on peut tous intégrer dans notre hygiène de vie au quotidien avec clairement des bénéfices. Alors, il y a une question sur… Oui, alors, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, je le reprécise. Prébiotique, c'est tout ce que le microbiote et les micro-organismes vont pouvoir utiliser comme source, on va dire, d'alimentation, entre guillemets. C'est ce que les micro-organismes décomposent. Donc, en général, ce sont les fibres. C'est cette nourriture que notre intestin, quelque part, n'est pas capable de digérer et que, justement, notre microbiote, lui, prend en charge et le transforme en valorise, quelque part. Les probiotiques sont des micro-organismes au même titre que le microbiote, mais qu'on amène, qu'on injecte en général, et qui viennent, donc, pour ceux qui survivent le passage dans notre estomac, en fait, l'idée, c'est que l'interaction de ces micro-organismes que l'on amène avec ceux que l'on a en nous, bien, ils interagissent ensemble et génèrent une réponse biologique. Donc, c'est ça un probiotique. Et il y a même un troisième que je viens d'apprendre récemment par Joël Doré, un symbiotique. Symbiotique, c'est une symbiose, un prébiotique et un probiotique. Il existe certaines formulations où on met ensemble le prébiotique et le probiotique et on a remarqué un effet synergique dans certains cas. Voilà. Donc, pré, c'est la nourriture du microbiote et le pro, on va dire, ce sont des cousins amenés en extemporané ou en extérieur. Je ne sais pas comment le dire mieux. Alors oui, effectivement, les probiotiques, l'idée, c'est qu'ils doivent donner un bénéfice. Hein, sinon, ouais. Alors, slide suivant. Donc, effectivement, à quoi sert le microbiote, globalement? Bon, c'est un peu ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être regardées, étudiées, des choses qui sont… voilà. Alors, je ne connais pas l'état de la littérature sur chacun de ces points. La première chose que j'ai envie de dire, bien évidemment, c'est de digérer les aliments, et en particulier ce que je viens de vous dire, les fibres. Hein, les fibres qui sont quelque part la matrice des végétaux, par exemple, comme la cellulose, les mécelluloses. Voilà. L'autre chose intéressante qui intéresse aussi pas mal l'industrie pharmaceutique, c'est que ces micro-organismes sont capables aussi, dans certains cas, de métaboliser les médicaments, alors soit pour les activer, soit pour complètement les inhiber. Ça pourrait par exemple expliquer pourquoi certains répondent à des médicaments et pas d'autres. Parce que peut-être que le microbiote de certains détruit le médicament avant même qu'il puisse… Voilà. Les micro-organismes peuvent aussi synthétiser donc, des vitamines à partir donc, de la digestion des fibres. Il y a aussi, chose importante, un co-développement justement de notre microbiote avec notre système immunitaire. C'est-à-dire que dans les premiers âges de la vie, les bébés sont ensemencés avec le microbiote de la mère. Et globalement, le système immunitaire de l'enfant se développe en même temps que le microbiote, ce qui permet à notre système immunitaire de reconnaître comme étant le soi des micro-organismes qui, a priori, venaient de l'extérieur. Ce qui fait qu'à la fin, en se développant, nos microbiotes sont considérés comme faisant partie intégrante de nous-mêmes et ne sont pas quelque part détruits par notre système immunitaire. Donc ça, c'est important parce que on voit souvent des posts ou des articles qui disent que voilà, d'être trop hygiéniste dans le début de la vie, d'utiliser des antibiotiques, par exemple, qui tuent tout ce qui est micro-organismes, c'est pas forcément bon parce que justement, notre système immunitaire n'apprend pas à reconnaître des micro-organismes qui seraient peut-être bénéfiques pour notre santé. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vous voyez, on a tout intérêt à ce qu'en gros, l'enfant soit exposé à une quantité certaine de micro-organismes, alors bien évidemment pas pathogènes, hein, mais pour que le système immunitaire se développe et renforce quelque part les défenses de notre corps. Voilà. Après, il y a d'autres choses, effectivement, la résistance aux pathogènes. Quand vous avez une bactérie qui arrive, qui veut nous coloniser, si elle doit se battre avec tout un tas d'autres micro-organismes qui sont en nous, ce sera d'autant plus difficile pour elle que de le faire que s'il y a rien. Voilà. Etc., etc.
je ne sais pas si toi, Sophie, tu as envie de mettre la lumière sur d'autres choses sur ce transparent. Non, ça me paraît effectivement assez exhaustif sur les nombreux rôles du microbiote et donc l'importance fondamentale qu'il revient à chacun de prendre soin de ce microbiote et d'en conserver l'équilibre pour notre état de santé général. Mais je reviendrai peut-être là-dessus sur le slide suivant, si tu as terminé, D'accord. Alexandre, Ouais. là-dessus. Non, je voulais juste, avant, Pardon. répondre à une question sur les postbiotiques que je n'ai pas mentionné. Alors, moi, ce que j'appelle postbiotiques, ce sont en fait les métabolites des probiotiques, des micro-organismes. C'est-à-dire que, par exemple, les vitamines ou les aminoacides qui sont synthétisés par ces micro-organismes peuvent rentrer dans cette définition de postbiotiques. C'est en gros les molécules ou les choses sécrétées par les micro-organismes lorsqu'ils ils se développent et mangent. Voilà. Je te laisse la parole, Sophie, si tu avais envie de continuer. Oui, je voulais continuer dans la veine de ce que Alexandre expliquait dans la relation d'interdépendance qui est fondamentale. Aujourd'hui, cette relation, cet équilibre qui est l'objectif premier, est fragilisé et mis à l'épreuve de notre environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les scientifiques se penchent sur le triptyque qui est très fondamental à comprendre, c'est le triptyque environnement, microbiote et santé de l'hôte, donc notre santé en l'occurrence. Donc comment est-ce que l'environnement impacte le microbiote qui, in fine, aura des effets délétères si ce microbiote a été atteint sur l'état de santé de notre organisme. Donc je reviens rapidement, mais plusieurs facteurs sont à l'œuvre. On en a parlé, je ne vais pas m'étendre dessus. Alimentation moderne, trop pauvre en fibres, riche en sucre, riche en mauvaises graisses, parce que certaines graisses sont tout à fait bénéfiques, riche en polluants, en additifs alimentaires. Il y a énormément de recherches aujourd'hui dans les laboratoires comme celui de Benoît Chassin à Cochin sur le rôle des conservateurs, des colorants, des émulsifiants qui font partie de plus en plus de l'alimentation moderne transformée et qui ont été mis en évidence comme étant à l'origine de maladies inflammatoires, comme les maladies de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il y a beaucoup de recherches pour mieux comprendre l'incidence de ces conservateurs colorants et émulsifiants. Il y a le stress, bien évidemment. Les antibiotiques, c'est une classe de médicaments qui est connue, très connue, pour avoir un impact sur le microbiote. Bien évidemment, les antibiotiques sont fondamentaux lorsqu'ils sont utilisés à bon escient et loin de nous l'idée de remettre en cause les antibiotiques. Ils sont, quand ils sont utilisés dans un cas bien défini, ils sont fondamentaux, mais leur mauvais usage a des effets délétères sur le microbiote. Mais ça n'est pas la seule classe de médicaments. Il y a les inhibiteurs de la pompe à protons et il y a beaucoup d'autres médicaments qui, aujourd'hui, sont recherchés pour leurs effets sur le microbiote. Et donc, tous ces éléments de notre environnement d'aujourd'hui créent cette dysbiose dont Alexandre parlait, qui est à la fois un excès de bactéries pathogènes, une insuffisance de bactéries bénéfiques. Et aujourd'hui, le consensus scientifique établit une corrélation très forte entre cette dysbiose qui se marque, comme Alexandre le disait, par un appauvrissement du nombre de bactéries, donc une perte de richesse, une perte de diversité. Et on a cette corrélation avec toutes sortes de maladies, qu'elles soient métaboliques, obésité, diabète, que ce soit des maladies cardiovasculaires, que ce soit des maladies digestives comme Crohn, des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, certains types de cancers comme le côlon, mais aussi toutes sortes de maladies neuropsychiatriques, dépression, anxiété, les maladies neurodéveloppementales, autisme. Pardon, je reviens sur le mot maladie, mais voilà, pour expliquer que l'autisme est bien évidemment lié aussi à cette perturbation ou des maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer. Et aujourd'hui, la recherche essaye de passer de la corrélation à la causalité pour mieux comprendre pourquoi on a cette émergence et cette explosion des maladies chroniques. Et c'est vraiment ça le cœur du sujet. Comment on fait pour briser cette chaîne? Ok, merci Sophie. Je vois il y a pas mal de questions sur la transplantation fécale. Alors, effectivement, il y a même la réponse. C'est vrai qu'il y a des sociétés, il y a la recherche publique sur la transplantation fécale. Mad Pharma, que Joël a cofondé aussi à Lyon, qui œuvre dans ce domaine-là. Donc effectivement, pour l'instant, de ce qu'on en sait, c'est recommandé, ça marche très bien, mais vraiment dans un cas précis qui est donc le Clostridium difficile. Et pour les autres, effectivement, les autres applications, c'est toujours
un stade de recherche et de manière très encadrée. Je sais que voilà, il y a eu pas mal d'engouement, notamment aux États-Unis, où les gens se faisaient ça entre voisins, etc. Ça reste quand même un acte qui n'est pas neutre, hein, puisqu'il y a un effet biologique, donc il y a forcément aussi des effets secondaires qui restent à déterminer. Donc c'est pas anodin, mais encore une fois, voilà, ça marche très bien dans un cas précis. Pour le reste, à ma connaissance, on recherche. Oui, pour le reste, aujourd'hui, on est encore au stade de recherche clinique, mais c'est intéressant de voir que cette recherche clinique progresse. Et un exemple là-dessus qui est, je trouve, très frappant et qui concerne ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, donc le lien entre le microbiote et le fonctionnement de notre cerveau. C'est une étude dont je vous parle très brièvement qui a eu lieu aux États-Unis il y a 3 ans maintenant, pardon, en 2017, avec le professeur Adams qui a réalisé une transplantation de microbiote sur 18 enfants autistes. 2 ans après la transplantation, sur les 18 enfants, 15 étaient à l'origine atteints d'une forme d'autisme sévère. 2 ans après, 45% des enfants avaient une réduction de leurs symptômes comportementaux d'autisme. Et notamment sur les 15 autistes sévères, il n'y en avait plus que 3 qui correspondaient à ce diagnostic d'autisme sévère. Donc c'est une très belle preuve de concept qu'aujourd'hui la recherche clinique avance et qu'elle est potentiellement porteuse de traitements qui peuvent s'avérer très efficaces. Alors, je mets toutes les précautions parce que c'était une phase 1 sur 18 enfants. On sait bien qu'une phase 1 sur 18 enfants, ça n'est pas encore une validation de cette thérapie. Mais gardons juste à l'esprit que la transplantation, aujourd'hui, il y a des transplantations qui se font au stade clinique dans l'obésité, dans le diabète. Et dans l'autisme, on a en tout cas des résultats qui sont, je trouve, tout à fait spectaculaires parce qu'aujourd'hui, aucun autre traitement ne permet une réduction de 45% des symptômes comportementaux chez des enfants autistes, ou du moins, en tout cas, pas à ma connaissance, pour avoir lu un peu la littérature sur le sujet. Donc voilà, c'est une preuve de concept que la transplantation est très intéressante et en tout cas, beaucoup de chercheurs sont en train d'étudier dans bien des maladies chroniques dont on parle aujourd'hui. Sur l'autisme, là, parce que je voyais un commentaire de Virginie sur la vitamine B12, c'est possible, honnêtement. Je ne suis pas le meilleur expert. Je sais que Joël Doré déjà un projet européen pour effectivement tenter de corréler le microbiote à effectivement ces troubles autistiques et voir effectivement, parce qu'on dit que l'alimentation module le microbiote. J'avais vu aussi des blogs de pas mal de parents qui justement changeaient le régime de leur enfant et voyaient, alors ça allait d'une amélioration à carrément pouvoir même prendre les traitements qui avaient été préconisés. Donc, dans tous les cas, les parents voyaient du mieux, quoi. Voilà. Après, maintenant, à définir exactement quel type d'aliment il faut, non, j'en sais rien. Et je pense que c'est, à mon avis, encore dans un stade de recherche. Voilà. Donc, il y a une question, pardon, de Myriam, je crois, sur la recherche entre le microbiote et la sclérose en plaques, c'est bien ça? Et effectivement, la réponse est oui. Aujourd'hui, il y a de la recherche, il y a beaucoup de recherches sur le lien entre les maladies auto-immunes et le microbiote, la sclérose en plaques, mais aussi le lupus. Beaucoup de choses sont en train d'avancer dans ce domaine. Alors, juste pour un petit peu avancer, il y a une hypothèse, voilà, suite à des observations, à ce qu'on peut voir dans la littérature, que Joël a émise avec d'autres, en disant que finalement, l'émergence de toutes ces maladies chroniques est certainement liée à ce qu'on appelle une dysbiose, donc à une rupture de l'équilibre fragile qu'il peut y avoir entre l'homme et ses microbes, et que finalement, on pourrait jouer sur 4 leviers pour essayer de retourner, on va dire, à cet équilibre, à cette symbiose. Donc, on peut jouer effectivement sur le microbiote, en essayant de le rendre plus riche, plus divers, et notamment en apportant des fibres. Mais aussi, le microbiote, lorsqu'il est perturbé, il impacte sur la fonction barrière de l'intestin. Et donc,
pour restaurer cette imperméabilité, on peut aussi, dans son alimentation ou dans ses compléments alimentaires, utiliser des choses, certains probiotiques ou certains aminoacides, certains oméga 3, voilà, qui permettraient de restaurer cette barrière. Mais si cette barrière est altérée, ensuite, il y a tout un tas de choses qui se retrouvent dans notre corps qui ne doivent pas y être et qui induit une réponse inflammatoire. Et si on peut aussi jouer sur cette inflammation-là, notamment avec certains polyphénols et probiotiques, eh bien, c'est un troisième levier intéressant. Et enfin, cette inflammation induit un stress oxydatif qui peut être aussi, on va dire, traité via des antioxydants. Alors, là, encore une fois, ont été mentionnés les polyphénols, et que ce stress oxydatif lui-même agit sur le microbiote en justement tuant les micro-organismes. Et donc là, c'est vraiment le cercle qui entretient la dysbiose et qui, si on ne fait pas attention, nous amène vers un nouvel état d'équilibre où il n'y aura pas de retour possible. Donc voilà, on a tout intérêt à essayer autant que possible de jouer sur ces leviers-là pour rester à peu près dans cette symbiose qui caractériserait finalement cet état sain. Juste un mot là-dessus, ça me paraît un changement de paradigme très fondamental dans l'approche de la médecine. Il ne s'agit pas seulement de traiter les symptômes, il s'agit de remonter à la genèse de ces maladies chroniques. Et moi, j'aimerais, en tant que citoyenne, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chercheur, voir ce type d'approche, qui est déjà d'ailleurs pratiquée aux États-Unis par certains médecins, avancer, progresser, parce que ça amène à la fois des progrès considérables potentiellement sur la prévention, mais aussi sur le traitement de beaucoup de ces maladies chroniques. Donc en agissant sur ces 4 leviers, on a potentiellement une action très efficace, je pense, sur l'installation et l'entretien, malheureusement, de ces maladies chroniques qui perdurent de très longues années. Donc c'est innovant, c'est très intéressant et voilà, j'appelle de mes voeux que cette approche puisse un jour progresser, en tout cas en France, et évidemment aussi à l'étranger dans l'approche des maladies chroniques. Alors, le transparent suivant, c'est pour vous montrer quelques travaux assez récents donc de notre structure, justement, où a été montré, vous avez les références, hein, a été montré que le régime méditerranéen, après 4 semaines, dès 4 semaines, avait un impact sur la diversité du microbiote. Ce régime méditerranéen est relativement connu, oui, pour justement ceux qui ont ce régime-là, ont un moindre risque de maladie cardiovasculaire, un moindre risque de diabète de type 2. Donc, c'était intéressant de corréler cela justement à une cartographie du microbiote. Et pour ceux qui ne savent pas, donc ce régime méditerranéen caractérisé dans lequel il y a quand même pas mal de fruits et légumes, donc riches en prébiotiques, hein, donc en fibres, des noix, du poisson et peu de viande. Voilà. Donc ça, c'est voilà, typiquement le genre de recherche que l'on mène. Ensuite, un autre exemple, c'est une collaboration avec un industriel, donc le groupe Le Duf et Pépidor en particulier, qui avait vraiment le désir de faire un pain, entre guillemets, santé, disons un pain le plus riche possible en fibres. Un pain standard à peu près 5 grammes de fibres, 5 grammes et demi, voire 6 de fibres pour 150 grammes de pain. Vous voyez que là, on a quasiment triplé la quantité de fibres. Effectivement, ensuite, des études cliniques ont été montrées avec le Centre de recherche pour la nutrition humaine et a été montré que certaines espèces bactériennes ont été favorisées par rapport au contrôle et que le profil lipidique et la sensibilité une amélioration du profil lipidique et de la sensibilité à l'insuline. Donc ça, c'est pour vous montrer des applications concrètes finalement de nos connaissances dans même l'application à des produits industriels. Donc c'est le pain à la mibiote pour ceux que ça intéresse. Alors ensuite, alors une dernière chose, nous ce qu'on aimerait faire à l'INRAE et Métagène Police en particulier,
c'est vraiment aller beaucoup plus loin, parce qu'on sent bien qu'il y a un lien puissant entre donc l'alimentation, le microbiote et la santé. Donc, effectivement, ce qu'on se dit, à l'image de ce qui est déjà fait dans le monde, notamment par l'American Gut, pour ceux qui connaissent le British Gut, on aimerait effectivement pouvoir séquencer, pouvoir analyser le microbiote d'un très grand nombre de citoyens français pour pouvoir, en fait, définir c'est quoi avoir un bon microbiote. C'est quoi avoir un bon microbiote quand on est un bébé, c'est quoi avoir un bon microbiote quand on est adolescent ou quand on est même âgé. Et si on est capable de faire ça, moi j'aime bien l'image, et c'est un peu notre ambition aussi, de l'analyse de sang ou de l'analyse d'urine. Ça permettra de donner un outil supplémentaire pour de la médecine personnalisée, comme je suis en train de lire, effectivement, voire même de l'alimentation personnalisée, puisque là on parle même d'alimentation santé en ce moment. Donc, ça permettra cela, ça permettra de se dire, est-ce qu'en gros, quand je fais mon analyse du microbiote, je suis dans les clous par rapport à une certaine normalité ou pas? Et si je ne le suis pas, ben justement, enclencher un processus avec son médecin, avec des nutritionnistes, voilà, pour voir quoi faire. Mais c'est ça notre but, c'est essayer de définir cela. Et alors, ça, 100 000 personnes, c'est énorme, hein, la quantité de données qu'il va falloir gérer. On est vraiment là dans l'ère du big data, hein, pour le coup. Et il y a déjà aussi une initiative au niveau européen avec la Chine, qui est le 1 Million Project, 1 Million Microbiome Human Project, où eux, carrément, et on en fait partie, veulent séquencer 1 million de personnes dans le monde, ce qui est énorme. L'idée, c'est vraiment d'avoir une puissance statistique qui nous permettra vraiment de pouvoir faire tout un tas de corrélations. Et peut-être qu'on pourra faire des sous-groupes si on aura effectivement des gens plutôt obèses ou des gens avec des maladies de Crohn ou que ne sais-je. On pourra tenter de voir de manière encore plus fine quant à la corrélation entre la cartographie de leur microbiote et les signes cliniques qu'ils présentent. Voilà. Je ne sais pas si Sophie, tu as envie de dire quelque chose. Non, je te rejoins complètement. On manque aujourd'hui de puissance statistique. On a des corrélations, mais on a besoin d'aller plus loin dans les corrélations. Et on a surtout besoin que ces corrélations avec des big data nous permettent ensuite de passer à la relation de causalité qui est fondamentale pour ensuite agir. Agir, c'est-à-dire prévenir et guérir. Donc, n'hésitez pas je vois que Dr Xavier Campana doit partir et d'autres aussi. N'hésitez pas pour aller plus loin. Si ce projet French Gut, comme on l'appelle, hein, le French Citizen Microbiome Science, on l'a présenté à l'ANR. On a eu des fonds pour l'amorcer. On est en train de se mobiliser avec les grandes cohortes nationales, comme Nutrinet, Constance et d'autres, pour pouvoir avoir accès à tout un tas de gens qui seraient prêts à jouer le jeu. On doit effectivement aussi convaincre, bien sûr, différents organismes publics. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure. On espère pouvoir commencer, si les choses vont bien, malgré tout ce qu'on a connu là, les mois précédents, d'ici cette année. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous, à prendre rendez-vous. Si vraiment vous voulez en savoir plus, que vous êtes citoyen et vous aimeriez contribuer à cette science d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à contacter Sophie ou moi-même. Vous êtes une fondation pareille, vous avez donc des axes de recherche et en particulier sur certaines, sur certaines maladies chroniques en lien avec le microbiote et ou l'alimentation, n'hésitez pas. Ou vous avez tout simplement un groupe, vous faites partie d'un groupe qui a envie d'afficher un soutien à une recherche qui est à la fois innovante et qui aura réellement un impact sur le quotidien de beaucoup de gens. Et quand je dis le quotidien de beaucoup de gens, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est passionné par le microbiote, parce que fondamentalement, le microbiote, ça touche tout le monde, que ce soit en prévention ou que ce soit pour guérir des maladies. Tout le monde est concerné par la prise de conscience qu'un microbiote,
sain, c'est un microbiote qu'on peut façonner grâce à notre environnement, que cet environnement, on n'a pas toujours la main sur tous les éléments, mais il y a certains éléments sur lesquels on a la main, notamment notre alimentation au quotidien, et c'est fondamental d'avoir les connaissances nécessaires pour que cette alimentation soit bénéfique. Et puis sur les autres facteurs environnementaux, l'information doit être transmise, et pour cela, on a besoin que nos chercheurs aient les moyens, se donnent les moyens d'aller très loin dans l'analyse du rôle du microbiote et de son rôle notamment dans l'émergence de ces maladies chroniques. Voilà. Pareil, si vous êtes dans une société et vous faites de la R&D vous savez que voilà, le microbiote peut être intéressant, mais vous ne savez pas trop comment le prendre et l'intégrer dans votre R&D. Nous, on fait ça, je ne vais pas dire tous les jours, mais très souvent. On essaye effectivement de s'asseoir, de voir comment on peut mettre nos connaissances à disposition pour vous aider, soit à mieux comprendre vos produits, soit à les développer en prenant en compte le microbiote, justement. Surtout donc dans l'alimentation et la santé. Et on travaille aussi avec des gens qui font de l'alimentation animale, qui est aussi une autre problématique. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas. Oui. Je voudrais, juste terminer sur une note des sports, parce qu'on a dressé c'est vrai qu'on a dressé un tableau assez sombre de l'incidence de ces maladies chroniques, mais je crois qu'il faut vraiment se rappeler que le microbiote offre plus qu'une lueur d'espoir au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on établit un lien entre notre environnement et ces maladies chroniques, à partir de là, on peut dire on a la capacité d'agir, on a la capacité d'avoir un impact. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui est atteint par une maladie chronique, que ce soit l'obésité, le diabète, l'hypertension, un certain type de cancer, la dépression, la schizophrénie. Beaucoup de ces maladies-là sont des maladies où l'environnement joue un rôle très important, et donc ça n'est pas une fatalité. Ce ne sont pas que des maladies avec des facteurs génétiques, ce sont des maladies où on peut agir, et je pense vraiment que notre enthousiasme provient en grande partie de nous dire on n'est pas fataliste, il y a des choses à faire, mobilisons-nous tous ensemble pour faire en sorte que cette information, les chercheurs puissent la trouver, et que nous ensuite, citoyens, puissions la transmettre, et que chacun ait les clés de la compréhension de comment rester en bonne santé grâce à un microbiote, notamment sain. Alors, il y a une question sur les travaux du Dr Adams en France. Alors, perso, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas si toi. Alors oui, c'est le professeur Adams qui a mené ses essais cliniques en 2017 aux États-Unis, à l'Arizona State University, et qui 2 ans après a eu des résultats tout à fait spectaculaires dans la diminution des symptômes de l'autisme. Aujourd'hui, il n'y a aucune étude en France pour une simple raison, et certainement pas d'étude en lien avec les travaux du Dr Adams, tout simplement parce que la FDA n'accepterait pas de revoir des données, des datas de centres cliniques en France où de tels essais seraient menés. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener en France le même type d'essai, mais ça ne sera pas en collaboration avec le professeur Adams, et donc avec la FDA qui est là pour revoir les protocoles. Donc c'est possible, on peut le faire, et ce serait quelque chose de tout à fait enthousiasmant de pouvoir financer ça en France, mais aujourd'hui ça n'est pas directement en lien avec le protocole du Dr Adams. Alors, un commentaire de Françoise Lebacon. Donc, effectivement, se regrouper pour soutenir les combats sur l'usage des xénobiotiques, tout à fait. Nous, par exemple, et vous avez peut-être vu passer cela aussi dans différents réseaux sociaux, il y a des gens comme Anthony Fardet de l'INRA, et aussi Benoît Chassin, dont on a parlé de l'Institut Cochin, qui travaillent justement sur l'impact des additifs. Alors, pour le dernier, c'est l'impact de certains additifs alimentaires sur le microbiote. Nous, on aimerait bien aussi travailler avec lui pour aider les sociétés à au moins classer les additifs qui poseraient problème pour le microbiote. Et pour Anthony Fardel, lui, il préconise effectivement de faire très attention à l'alimentation ultra transformée. Il n'est pas question de se passer de l'alimentation transformée, parce que quelque part, le pain, c'est déjà transformé, le chocolat, c'est pareil. Mais c'est vraiment cette alimentation où finalement, il n'y a plus aucune fibre, et voilà, il n'y a que du sucre et du gras globalement. Donc, c'est sur ces sujets-là, effectivement, pour la nutrition, qui est très intéressant. Après, pour les autres domaines des produits chimiques, que ce
ce soit les polluants, les pesticides ou que ne sais-je. Effectivement. Mais là, voilà, il va falloir arriver aussi à trouver un terrain d'entente avec les industriels qui justement sont très défendent forcément leur territoire et essayer de les faire avancer, surtout qu'il y a des prises de conscience de plus en plus fortes sur l'impact de tous ces produits chimiques sur notre santé, surtout les cocktails croisés. Hein. Enfin, pris séparément, la plupart de ces produits sont relativement sans danger. Je dis relativement parce que pour certains, on ne sait pas complètement, mais bon. Mais mis ensemble, des fois, on n'en a aucune idée. Un peu de ci, un petit peu de là. Ben voilà. Je vais donner une étude statistique. Alors, pour répondre à la question sur, et puis ce sera la dernière à laquelle je vais répondre parce que malheureusement, pris par le temps, on doit rendre la ligne à 12h30. En fait, oui, il y aura beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais on a une équipe de médecins, de spécialistes de nutrition et de microbiologistes qui travaillent sur un questionnaire que l'on demandera aux gens de remplir et qui prendra en compte différentes questions sur l'alimentation, l'environnement et le mode de vie. Donc, effectivement, c'est un sujet très au cœur du projet, hein, ce questionnaire, et toute la difficulté de choisir les bonnes questions, effectivement. Voilà. Merci à tous. On vous dit au revoir. J'espère que ça Merci beaucoup à tous. Et Merci n'hésitez pas à faire un petit retour. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.